À la une de l'actualité, en Côte d'Ivoire, l'aile du Front populaire ivoirien FPI a demandé ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre. Devant le Parlement ce mardi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu des sanctions internationales à cause de sa réforme agraire controversée. Et puis à Harare, la capitale zimbabwéenne, au moins 20 personnes sont mortes du choléra et de la typhoïde depuis la semaine dernière, selon le ministre de la Santé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Gabon où la Cour constitutionnelle a décidé de fixer un montant pour chaque recours pré ou post-électoral. Ainsi, pour la présidentielle, il faut débourser 5 millions de francs CFA pour soumettre une requête et 500 000 francs CFA pour les législatives et les locales. Suite à cette décision, près de 146 plaintes seraient déjà sur la table de la Cour constitutionnelle. Certains plaignants contestent le choix des personnalités qui animent les commissions électorales provinciales du fait de leur proximité avec des candidats. Des formations politiques de l'opposition auraient sollicité l'annulation des candidatures invalidées en interne, mais légalisées par le Centre gabonais des élections. Mais alors que les plaintes abondent, la présidente de cette institution surprend l'opinion en décidant de faire payer les prestations des médiateurs du Collège des juges qu'elle préside. En Côte d'Ivoire, l'aile du Front populaire ivoirien FPI fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo a demandé ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre. Ce faisant, l'aile réitère sa demande de réforme de la commission électorale indépendante. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il y a 10 jours, c'est au tour de l'aile dure du Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, de demander ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre. C'est ce qu'a fait savoir le leader de cette aile du FPI lors d'une conférence de presse à la résidence de Laurent Gbagbo. Cinquièmement, s'oppose énergiquement à ce taux de passage en force programmé pour le 13 octobre prochain. Sixièmement, exige le report sans condition des élections locales du 13 octobre 2018 et l'ouverture sans délai de discussions inclusives en vue de la réforme et de mise en place d'une CEI consensuelle. Nous aurons ces prochaines élections et nous donnerons les moyens justement pour que la CEI soit réformée. Les prochaines élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre. L'élection présidentielle qui focalise déjà toute la classe politique ivoirienne en 2020. L'Éthiopie et l'Érythrée ont ouvert ce mardi 2 postes frontières fermés depuis 20 ans. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique marquent ainsi une nouvelle étape symbolique de la spectaculaire réconciliation qu'ils ont entamée au lendemain de l'arrivée à la tête du gouvernement éthiopien du Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki ont visité ensemble la zone que leur pays se disputait pour y marquer la réouverture d'une route reliant les deux territoires. Les deux hommes ont participé à 2 cérémonies officielles, d'abord à l'extrême sud-est de leur frontière commune et ensuite au nord-ouest. Les 2 postes frontières situés d'une part au sud-est entre les villes de Bouré en Éthiopie et d'Ebessima en Érythrée et d'autre part au nord-ouest entre Zalambessa en Éthiopie et Serra en Érythrée font partie des points de passage fermés en 1998 à l'aube de la guerre de 2 ans qui a opposé les 2 pays. L'Éthiopie affiche une des croissances économiques les plus rapides du continent, mais cette dernière est notamment freinée par le fait que l'Éthiopie est un pays enclavé. Le pays ayant perdu son accès à la mer Rouge lorsque son ancienne province, l'Érythrée, a déclaré son indépendance en 1993 après 3 décennies de guerre. Cette réouverture des 2 postes frontières est plus qu'un symbole. Un accès à la mer Rouge via les ports érythréens d'Assab et de Massawa faciliterait grandement les importations et exportations éthiopiennes.
Au Cameroun, après une attaque visant un convoi de bus attribué aux séparatistes anglophones à Akoum, localité située à environ 20 km de Bamenda, le chef-lieu de la région du nord-ouest du pays, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale réclame une enquête gouvernementale. Le bilan de cette attaque fait état d'une personne tuée et plusieurs bus d'une agence de voyage détruits. Reportage Narcisse Oum. Le réseau des droits humains en Afrique centrale condamne l'attaque qui s'est produite à Akoum, une localité située à environ 20 km de Bamenda, le chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun. Tout en condamnant de vive voix cet acte, nous n'avons pas beaucoup d'éléments. Une attaque attribuée aux séparatistes qui fait l'état d'une personne tuée et plusieurs bus d'une agence détruits. Le REDAC exige une enquête gouvernementale. En creusant la route, quand même, quand on voit l'état de la route, tel que vous tous, nous tous, nous l'avons vu au niveau des réseaux sociaux et même sur certaines télévisions, on peut s'interroger sur la capacité de tout ce monde aux alentours qui n'a pas pu, n'est-ce pas, entendre ce bruit-là, lorsqu'on sait qu'un engin, un caterpillar, parce que quand on parle d'engin, il faut bien dire à tout le monde, à l'opinion nationale et internationale, qu'il s'agit quand même d'un caterpillar de gros calibre. Comment cela se fait-il que pendant au moins 45 minutes, un caterpillar fait ce bruit, d'abord pour partir de là où il était jusqu'à ce lieu-là, et creuse toute la route pendant au moins 45 à 1 heure sans qu'il y ait une alerte précoce. Pour rappel, c'est dans la nuit du samedi à dimanche vers 21h, heure locale, qu'un groupe d'individus armés aurait pris en otage une cinquantaine de bus quittant Bamenda pour les autres régions du Cameroun. Suite à cette attaque, la circulation sur le corridor Bamenda-Yaoundé-Douala-Bafoussam est restée perturbée pendant 48 heures. Avec ces nouveaux incidents, les autorités camerounaises ont renforcé le couvre-feu déjà en vigueur. Les voyages de nuit sont désormais interdits jusqu'à nouvel ordre, selon le gouverneur de la région du Nord-Ouest. À l'espace d'une semaine, on dénombre près de 15 attaques dans le Nord-Ouest anglophone du Cameroun que le gouvernement a attribuées aux séparatistes. Allons à présent au Bénin où le drame survenu à Atiémé en avril dernier avec la mort de plusieurs tonnes de poissons dans le lac Toro continue d'alimenter la polémique. Tout en reconnaissant la promptitude des autorités agricoles dans la réponse au drame, un collectif d'ONG a dénoncé le peu de sérieux qui a caractérisé les enquêtes. Il remet également en cause les résultats des dites enquêtes. Nous vous proposons ici un extrait de leur déclaration lue devant la presse. La société civile, pour sa part, note avec insatisfaction 1. La procédure et la méthodologie de prélèvement d'échantillons peu rassurantes dont a usé le laboratoire central. 2. Les résultats peu convaincants du laboratoire central, de même que leur interprétation qui jette un doute non seulement sur la procédure d'échantillonnage, mais aussi la nature des molécules réellement recherchées dans les échantillons. En effet, ces résultats qui imputent l'origine du drame à des produits vétérinaires tels que les tétracyclines et les sulfamides semblent peu crédibles et invraisemblables au regard des faits. 3. L'absence d'une enquête de terrain approfondie par les équipes des directions techniques du MAEP et de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. 4. La faible implication de l'ABE, du ministère du cadre de vie et des scientifiques spécialistes des questions halieutiques dans la gestion de ce drame qui pourtant relève de leurs prérogatives. Ainsi, face à cette situation, la société civile béninoise, au regard des faits et sur avis de quelques experts en la matière, remet en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central et invite les autorités compétentes et les parties prenantes à poursuivre les investigations pour une meilleure connaissance de l'origine du drame.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a écarté tout risque de sanctions internationales et ce, s'il engage sa réforme agraire controversée qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu des sanctions internationales à cause de sa réforme agraire controversée qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le chef de l'État a engagé il y a quelques mois un projet de réforme foncière pour, dit-il, réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et le régime raciste de l'apartheid. Il a été instamment prié de faire part au gouvernement des États-Unis de la profonde préoccupation de l'Afrique du Sud après le tweet de Trump et de souligner que les Sud-Africains de toute race travaillent ensemble par l'intermédiaire du Parlement et d'un certain nombre d'autres formations et plateformes juridiques afin de trouver une solution à ce défi historique. Je n'ai aucune raison de croire qu'un quelconque pays punira l'Afrique du Sud si nous prenons des décisions qui sont constitutionnelles, légales et respectent le droit international. Ce processus que nous avons entamé devrait devenir un processus ordonné, un processus qui s'appuiera sur l'état de droit. Le président Cyril Ramaphosa a assuré ce mardi aux parlementaires n'avoir reçu aucune communication officielle américaine sur sa réforme. Au Zimbabwe, une épidémie de choléra et de typhoïde a tué au moins 20 personnes et en a contaminé plusieurs centaines d'autres depuis une semaine dans plusieurs quartiers de la capitale, Harare. C'est en tout cas ce qu'on a appris ce lundi auprès des autorités sanitaires. Plus de 2000 cas signalés, au moins 20 personnes sont mortes du choléra et de la typhoïde à Harare depuis la semaine dernière. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé qui a également indiqué que les autorités avaient identifié la source de l'épidémie et qu'ils prenaient les mesures nécessaires pour la contenir. Ainsi, pour enrayer la contamination, les autorités ont ordonné la fermeture des puits suspects, mais elles ont malgré tout exhorté la population à respecter les mesures élémentaires d'urgence. Le nombre de cas augmente de jour en jour et à ce jour, il y a environ plus de 2000 cas et c'est un chiffre assez élevé. Sur ces 2000 cas, il y a eu un total de 20 décès. Tout ce problème a surgi à la suite de l'obstruction des égouts. Ça a été signalé, mais ça n'avait pas été signalé pendant au moins 2 mois. L'autre problème, c'est que les ordures n'ont pas été ramassées régulièrement et qu'il y a des problèmes d'eau. Il n'y a pas d'eau disponible. Les épidémies de choléra et de fièvre sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. En 2008, au moins 4000 personnes étaient mortes du choléra au Zimbabwe, qui avait forcé de nombreux hôpitaux publics à fermer faute de médicaments et de personnel partis à l'étranger. Et puis, les New-Yorkais ont rendu hommage ce mardi auprès de 3000 personnes mortes dans les attentats du 11 septembre 2001. C'était lors d'une cérémonie en forme de rituel sur le site des Tours Jumelles, devenu mémorial. Plus fine et un ciel brouillardeux, une foule de proches de victimes, de policiers, pompiers et responsables s'est retrouvée ce mardi pour marquer le 17e anniversaire de l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré qui devait ébranler le monde entier. La foule était réunie sur l'esplanade devant le musée dédié aux attentats à la pointe de Manhattan, marquant une minute de silence aux heures exactes 8h46 et 9h03 où les avions détournés sont venus successivement frapper les tours jumelles, vite transformées en brasiers. Comme chaque année, des proches des victimes devraient égrener les noms des victimes et dire quelques mots en leur honneur, une cérémonie longue de plus de 3 heures. Dans le reste de la métropole, la plupart des gens travaillaient pour l'essentiel comme d'habitude, avec des moments de silence observés en mémoire des victimes. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.